Bien, lors de la vidéo précédente, on a vu que à l'échelle de la Bolivie, hein, certains territoires qui sont en marge de la mondialisation tendent à s'y intégrer progressivement, hein, malgré certains obstacles. Mais pour généraliser, on a dit que malgré tout, des territoires qui cumulaient enclavement, instabilité politique, faible qualification de la main-d'œuvre, avaient tendance à agir un peu comme un repoussoir vis-à-vis des firmes transnationales qui n'étaient pas très intéressées par ces territoires. Et donc, on va voir maintenant quels sont donc les territoires qui sont les plus en marge à l'échelle mondiale. Donc à l'échelle mondiale, les territoires qui sont les plus en marge, eh bien, ils font partie de ce qu'on appelle les PMA, c'est-à-dire les pays les moins avancés, qu'on qualifie poliment de pays les moins avancés, mais que vulgairement on dirait ce sont les pays les plus pauvres ou les pays les plus en retard. Ce sont les pays qui sont indiqués ici sur la carte hein, de la page 128 de votre manuel. Donc vous voyez dès lors, bon, même si la carte n'est pas très bien passée au scan, hein, mais que l'immense majorité, 33 sur 47 de ces pays moins avancés se situent en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Alors vous avez le choix, hein, vous avez le Mozambique, Madagascar, la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, vous avez le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie. Donc, ce sont des pays qui souvent cumulent les trois critères qu'on a énoncés, qui sont des repoussoirs pour les firmes transnationales, c'est-à-dire instabilité politique. Donc, vous avez des coups d'État, vous avez des renversements politiques incessants, ce qui n'est pas pour rassurer les firmes transnationales, hein, qui aiment rien tant que moins qu'un bon dictateur qui ne change jamais. Comme ça, au moins, on est sûr que si on a bien négocié avec lui, on pourra faire nos affaires tranquillement, sans risquer qu'un jour, il y ait une révolution et que des révolutionnaires pénètrent dans nos usines et prennent en otage le personnel, voire saccagent ou demandent des rançons, voire tuent carrément le personnel. Donc ça agit plutôt comme des repoussoirs. Ce sont des pays qui cumulent souvent les indicateurs de pauvreté, une main-d'œuvre qui n'est pas qualifiée parce que beaucoup de gens dans ces pays ne vont encore pas à l'école, ou du moins n'ont pas une durée de scolarisation suffisamment importante. Et puis, pour certains de ces pays, ils sont enclavés, c'est-à-dire ils sont entourés par d'autres pays, ils n'ont pas d'accès à la mer, donc ils ne sont pas très intéressants pour les FTN du fait de leur faible accessibilité. Donc, pas beaucoup de possibilités d'amener au cœur de ces pays des ressources naturelles facilement, du moins par voie maritime, et des difficultés à exporter les productions. Donc des pays peu attractifs. L'immense majorité, je vous l'ai dit, 33 sur 47, se concentre en Afrique. Vous en avez 13 qui sont en Asie, avec des pays aussi enclavés qui cumulent des situations politiques difficiles. Je pense au Népal, je pense à l'Afghanistan, je pense au Yémen, je pense à la Birmanie. Donc Birmanie, on en parlait récemment dans l'actualité avec le coup d'État de la junte militaire. Bon, l'Afghanistan, c'est le pays qui est en guerre quasiment depuis 1979, où se sont succédés des guerres contre l'URSS, puis des guerres intra-afghanes, puis des guerres avec les talibans, puis ensuite les bombardements américains à la chasse à Ben Laden, puis le retour des talibans. Bref, c'est un pays particulièrement instable et évidemment, il n'y a pas la moindre firme transnationale qui va aller s'installer là-bas. Et en plus, c'est un pays qui est enclavé avec beaucoup de chaînes de montagnes. Donc, pays pas du tout intéressant. Le Yémen, c'est la guerre civile. On en parle beaucoup, hein, avec les puissances comme l'Iran et l'Arabie Saoudite qui s'en mêlent. Bon, la Birmanie, je vous en ai parlé. Le Népal, ben, c'est un pays himalayen, donc vous imaginez bien que pour les firmes transnationales, c'est compliqué. Le Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Bref, vous voyez, des pays qui cumulent les difficultés. Et puis, bah, si vous faites le total, 33 plus 13 égale 46. Or, je vous ai bien indiqué qu'il y a 47 pays parmi les moins avancés. Et ben, le 47e, on le voit pas très bien parce qu'il est tout petit. C'est la moitié d'une île des Caraïbes qui s'appelle Haïti et qui est l'un des pays les plus pauvres du monde et qui cumule, pareil, toutes les difficultés. Vous rajoutez là-dessus une très grande vulnérabilité face aux catastrophes naturelles. Et vous avez vraiment le symbole d'un pays qui est répulsif pour les firmes transnationales. Et d'ailleurs, quand vous êtes un occidental,
Il n'est pas bon d'y circuler, entre guillemets, sans protection, puisqu'on vient de le voir encore récemment dans l'actualité. Vous avez des religieux qui ont été enlevés, hein, des religieux catholiques, il me semble, des sœurs, donc pas des personnes qui représentent pourtant un grand danger ou une grande source d'enrichissement, mais elles ont été kidnappées. Alors, je dois vous avouer mon manque de suivi de l'actualité ces derniers temps, en tout cas l'actualité qui est complètement centrée autour évidemment du Covid. Et donc, j'ai dû échapper à la suite qui est advenue à ses sœurs. Mais bon, voilà, on a parlé encore récemment d'Haïti dans l'actualité. Bon, généralement, on en parle aussi quand il y a des catastrophes naturelles, comme par exemple le tremblement de terre en 2010, ou bien à une époque un peu plus lointaine, on en parlait souvent parce qu'il y a beaucoup de coups d'État avec les Duvalier, père et fils, et les tontons Macoute. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher sur Internet. Donc ces pays, hein, pour ces pays, bah, le fait qu'ils soient justement des pays qui cumulent ces situations qui sont des répulsifs pour les firmes transnationales, eh bien, ça fait que ces pays, bah, pour eux, c'est un cercle vicieux parce qu'ils ne sont pas du tout attractifs. Comme ils ne sont pas attractifs, ils restent à l'écart de la mondialisation, mais comme ils restent à l'écart de la mondialisation, ces pays ne vont pas pouvoir s'enrichir. Comme ils ne peuvent pas s'enrichir, eh bien, ils ne vont pas pouvoir se développer, les enfants ne vont pas pouvoir aller à l'école, et cette situation de pauvreté va favoriser souvent la confiscation du pouvoir par quelques personnes favorisées, donc des coups d'État. Et en fait, le fait de ne pas être intégré dans la mondialisation et de rester en marge de cette mondialisation ne va pas leur permettre de résoudre leurs problèmes. Puisque souvent, eh bien, le développement économique peut être un moyen de sortir de la pauvreté et de l'instabilité. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu un cercle vicieux. Ce sont des États qui sont également très dépendants de ce qu'on appelle les remises. Alors vous, quand vous entendez le mot remise, généralement la première idée qui vous vient à l'idée, c'est je vais faire les magasins, ma paire de chaussures vaut 100 euros et j'ai eu une bonne remise de 20 euros, je n'ai payé 80 euros. C'est vrai, ça existe. Si vous êtes de la campagne, une remise, éventuellement, vous pouvez voir ça comme une grange, un endroit où on range des outils, du matériel agricole, pourquoi pas. Mais ici en géographie, c'est pas du tout ça. Ce qu'on appelle une remise, ce sont des sommes d'argent qui sont envoyées par des migrants dans leur pays d'origine et notamment leur famille. Par exemple, des Marocains qui viennent travailler en France, qui renvoient de l'argent au Maroc dans leur famille. On estime par exemple que le PIB du Maroc, il y a 10% de son PIB qui vient des remises des migrants marocains. Eh bien, il y a beaucoup de pays d'Afrique subsaharienne, et certains d'entre vous sont peut-être originaires d'Afrique subsaharienne, euh, et les familles, souvent, envoient de l'argent au pays et c'est même quelque chose de très important, hein, déjà par solidarité et parce qu'on estime que la personne qui est en Europe, en Amérique, en Asie et qui réussit se doit d'être solidaire et avec la famille qui est restée au pays, qui est restée au village. Et donc, il y a de très importantes sommes d'argent qui sont envoyées au pays et qui permettent de développer, de contribuer à faire vivre ce pays. Donc, il y a une part très importante des remises donc de l'argent qui est renvoyé par les migrants dans leur pays d'origine et qui permet à ces pays d'origine eh bien, de développer l'activité économique. Il y a une part très importante également et qui rend ces États très dépendants, c'est ce qu'on appelle l'aide internationale. Notamment comme une grande partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, eh bien, il y a souvent la présence de nombreuses ONG, donc des organisations gouvernementales, ça peut être Agir contre la faim, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, bref, des organisations non gouvernementales qui vont apporter de la nourriture, qui vont installer un puits, qui vont soigner les gens. Donc il y a une grande dépendance à l'aide internationale pour le développement. Et ces pays, évidemment, sont marqués aussi par de très grands contrastes socio-spatiaux. Donc, il peut y avoir des populations extrêmement riches, mais qui sont une minorité, des populations extrêmement pauvres, qui sont souvent une majorité, et puis évidemment, les uns ne vivent pas au milieu des autres. Ils vivent dans des quartiers très séparés et très différents, même visuellement, hein. Le quartier riche, maisons bien bâties, bien construites, etc., protégées souvent avec des piscines, des arbres, etc. Et puis le bidonville, vous en avez bien l'image. Euh, Cependant, ces PMA ne restent pas totalement à l'écart de la mondialisation car elles participent souvent à ce qu'on appelle la mondialisation souterraine. Alors, ça n'a aucun rapport avec les mines, hein, c'est ce qu'on appelle plutôt la mondialisation grise. Vous savez, cette zone grise, quand on parle d'une zone grise, c'est quelque chose de pas très officiel, entre l'officiel et le pas officiel. Donc, ils vont être
mis en réseau, pardon, avec le reste du monde, mais par des activités, des flux plutôt illicites, si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, l'Afghanistan, dont j'ai parlé, hein, ce petit pays enclavé ici, hein, le pays qui avait accueilli en son temps Ben Laden quand il avait fait les attentats en 2001 contre les deux tours du World Trade Center. L'Afghanistan, il produit 80% de l'héroïne mondiale. Donc vous voyez, il n'est pas exclu de la mondialisation, il participe à la mondialisation, il participe à la fête en Europe, en Amérique, en Asie. Quand je dis ça, évidemment, je plaisante, hein. Évidemment, ce sont des drogues extrêmement dures et qui rendent les gens extrêmement dépendants et qui peuvent aller jusqu'à l'overdose, c'est-à-dire la mort. Ils produisent 80% de l'héroïne mondiale. Cette héroïne mondiale va donc être consommée dans les pays, notamment les pays de la triade, dont on a déjà parlé. Et cette production va profiter aux propriétaires fonciers, c'est-à-dire ceux qui ont les terres, et aux chefs de guerre, car en Afghanistan, c'est un pays en fait avec un État très faible. Le pouvoir appartient surtout à des chefs de guerre qui sont des chefs de clan en quelque sorte, entre Tadjiks, Pashtuns, etc., les différentes ethnies qu'il y a en Afghanistan. Et ces ethnies, pour acheter des armes, etc., vont profiter de l'argent de la drogue et vont pouvoir payer leurs soldats grâce à l'argent de la drogue. Donc, la mondialisation, entre guillemets, va contribuer au développement de ces pays, mais une mondialisation par le biais de produits illicites, l'héroïne. Un deuxième exemple, c'est l'existence de ce qu'on appelle l'économie informelle. Donc l'économie informelle, c'est un peu l'économie qui est en dehors de tout cadre légal, donc l'économie non officielle, mais qui participe aux échanges internationaux. On va voir l'exemple, par exemple, avec. Alors ça, c'était un autre exemple, pardon, de pays qui utilisaient la drogue, hein, ce qu'on appelait la mondialisation grise. Alors c'est pas un PMA, mais la Colombie, elle est plutôt spécialisée de la cocaïne. Donc l'Afghanistan, c'est l'héroïne, la Colombie, c'est la cocaïne avec la feuille de coca. Donc ça contribue également à la mondialisation grise. Donc ici, vous avez des plantes hein, de coca. La feuille de coca peut se boire en infusion, mais de la fleur de pavot, pardon, de la feuille, on va extraire une substance qui s'appelle la cocaïne. Euh, Ici, donc, je vous parlais de l'exemple du Bénin. Eh bien, au Bénin, on parlait d'économie informelle. Ben, l'économie informelle, par exemple, c'est la contrebande de l'essence, qui représenterait, on vous dit, 80% du marché national et ferait vivre 500 000 personnes, soit près de 10% de la population. Donc, c'est une essence de contrefaçon qui est importée en fait illégalement dans des bidons du Nigeria, puis revendue en bouteilles sur les bords des routes béninoises. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'économie informelle, c'est-à-dire c'est un peu l'économie, je dirais, de la débrouille. C'est-à-dire, vous allez en Afrique, pour y être allé souvent, y avoir vécu, vous avez des marchands de cigarettes dans la rue, mais ils vendent pas des. Alors, soit ils vendent des paquets de cigarettes, mais on vend aussi des cigarettes à l'unité. Vous pouvez acheter une cigarette, deux cigarettes. Vous pouvez acheter, alors ça va pas vous parler, vous, mais à l'époque, on vendait des cassettes vidéo ou audio, on vend des CD dans la rue. On vend les gens vendent un peu tout, n'importe quoi. Avant, c'était des cartes téléphoniques, ça peut être des lunettes de soleil. Vous avez l'économie informelle, ça va être, si vous êtes déjà allé dans des villes touristiques, les marchands à la sauvette. Vous savez, ce sont des gens qui ne sont pas déclarés, qui ne payent pas d'impôts, mais qui pour autant vivent et font vivre l'économie, font vivre leur famille, mais en faisant des activités plus ou moins autorisées, donc informelles. Donc cette économie informelle, eh bien, elle est également développée dans des pays moins avancés et permet donc en quelque sorte une intégration à la mondialisation. Alors on l'a vu hein, avec l'exemple de la Bolivie, hein, qu'il y a d'autres pays du Sud hein, qui font figure de ce qu'on appelle des périphéries dominées et qui sont partiellement intégrées. C'est le cas de la Bolivie, donc, qui exporte ses matières premières. Mais on dit qu'elle est dominée parce que ce sont des pays elle est dépendante de la vente de ces matières premières à des pays, notamment des pays du Nord, des pays riches. Donc, en quelque sorte, elle est soumise aussi aux coûts et aux fluctuations des matières premières qui dépendent souvent de bourses qui sont concentrées dans les pays riches. Donc, pour ces pays-là, en voie d'intégration, on parle d'économie dominée. Ça peut être le cas de certains pays aussi moyennement avancés qui exportent une ou deux matières premières. Je pense par exemple à une époque au cacao dans certains pays africains ou à la banane. On peut parler également d'économie dominée dans ces cas-là. Bien, eh bien, lors de la prochaine vidéo, nous intéresserons aux marges et dont on vient de parler, avec les PMA par exemple, et aux périphéries, mais à toutes les échelles, c'est-à-dire à l'échelle mondiale, mais aussi évidemment à l'échelle nationale et à l'échelle aussi d'une ville.